Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Tyler qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi, Alexis, comment vas-tu ? Hello Léo, écoute, ça va très bien, il fait très beau là où je suis, et puis je suis très content d'être reçu sur Tam Tam, donc écoute, la pêche. Splendide. C'est un épisode podcasteur podcasté parce que du coup tu m'avais invité sur ton épisode et là du coup on fait double effet miroir noir ou kiss cool, je sais pas comment tu peux dire, inverse et je me retrouve à t'interviewer sur cet épisode, donc ça va être très chouette et on a un sujet qui est très intéressant qui est le lien entre business et recrutement parce qu'il y a encore des gens, on les nommera pas, qui pensent que le recrutement c'est une fonction de support et donc le but de ton épisode va être de prouver l'inverse. Pour les gens qui ne te connaissent pas, mon cher Alexis, est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes, 1 minute ? Oui, avec grand plaisir. Donc, on s'était rencontré avec Léo sur ma casquette de podcasteur, comme tu disais. Je ne sais pas si c'est double effet Kiss Cool ou entre soi, mais en tout cas, quand je ne réponds pas à tes questions, je suis l'hôte du podcast The Human Factor, où le principe c'est assez simple, c'est qu'on rencontre des RH ou des profils RH de super jolies startups et scale-up françaises pour leur parler de ce qu'elles savent faire de mieux, que ce soit en recrutement ou en autre chose. Donc, on a tout autant Louise Mouton qui nous apprend comment faire du sourcing que Virgile Ringard qui nous apprend à faire une bonne grille de REM. Donc Yaniro, c'est pas qu'un podcast, donc c'est l'entreprise que j'ai fondée en 2018. Et quand on n'est pas sur la partie média, sur les sujets donc RH, people, startup, scale-up, notre métier c'est plutôt du côté de l'accompagnement des individus clés dans les entreprises en croissance, parce qu'on fait de l'executive coaching et de la formation des managers. Donc globalement aider les personnes les plus importantes des startups et des scale-up à grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal, idéalement. Merci pour ce magnifique elevator pitch. Donc, tu travailles beaucoup avec des startups. En quelques secondes, c'est quoi ton avis sur la crise dans la tech ? Sur la crise dans la tech, qu'il y en a déjà eu et qu'il y en aura d'autres, et que c'est juste un nouveau paradigme auquel il faut s'appliquer, de comprendre les règles pour essayer de surfer la vague le mieux possible. Enfin, en gros, je suis ni de ceux qui pensent que c'est bien fait, faut arrêter les hypervalorisations et tout ça, ni de ceux qui pensent que c'est la fin du monde. Il y a eu 2008, il y a eu 2001, c'est des cycles, c'est comme ça. Ok, status quo quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Très Rien de bien. nouveau sous le soleil, cycle. Ok, écoute, on va directement sauter dans le cœur de cet épisode. Le but, c'est le lien entre recrutement et business. C'est quoi pour toi les proximités entre ces deux mondes ? Est-ce que le recrutement est business ? Est-ce que le business est recrutement ? Alors j'adore ce sujet, j'adore ce sujet parce que ça fait appel à peut-être la partie qui me passionne le plus dans les organisations, je vais utiliser le terme d'organisation plutôt que de start-up ou d'entreprise, qui est la logique de système. En fait, pourquoi c'est très important de parler de la proximité entre le recrutement et le business ? Parce que c'est accepter le fait que le recrutement est quasiment toujours un maillon de quelque chose de beaucoup plus grand, et que de ne pas avoir de vue d'ensemble, c'est prendre le risque de désaligner ou de la jouer perso. Dit autrement, si on pense à une équipe de sport, je sais pas, de basket, de foot, avoir un bon attaquant, un bon défenseur, c'est cool, mais ce qui est important à la fin, c'est est-ce que l'équipe fait corps et gagne ou perd ensemble. Et déconnecter le recrutement du business, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça se revient, comme on pourrait le dire, à se dire, oui, en fait, le business n'a pas vraiment besoin du recrutement. Le business, c'est l'argent, et le recrutement, c'est un autre truc. Non, tout ça, c'est une organisation qui vise à probablement faire grandir une société ou une équipe, et le recrutement sert à ça, et le business est connecté à ça aussi. C'est pour ça qu'il est très important de toujours comprendre les connexions entre ces différents mondes pour pouvoir la jouer collectif plutôt que perso. Mais on est d'accord, dans la plupart des boîtes aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Comment t'expliques ça ?
Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais il y a une raison qui est très simple et je pense que ça va faire plaisir à Élise et toi. C'est la notion de profondeur de compétences versus horizontalisme, le T, des compétences. En gros, soit j'ai un profil qui est très vertical, je connais très bien le recrutement, je suis capable d'éviter les biais, de bien structurer, d'avoir une approche qui est scientifique et j'ai peut-être une profondeur d'expertise que mes collègues RH ou mes fondatrices ou mes patrons, patronnes n'ont pas, et c'est ok, c'est normal, je suis Mhm. recruté pour ça moi-même. Mais à l'inverse, peut-être que les dirigeants et dirigeantes de l'organisation, encore une fois, c'est pas nécessairement une entreprise, ça peut être une ONG, vont avoir une vision vue d'hélicoptère et savent placer le recrutement au milieu de tout le reste. Typiquement, tu parlais de la crise. Dans la crise, qu'est-ce qu'on fait? On recrute plus, on recrute un peu, on recrute pas les mêmes. Il y a peut-être quelque chose qui est connecté à une vision plus globale. Et pourquoi est-ce qu'on a une déconnexion? Parce que c'est très facile quand on a une vision horizontale de dire oh là là mais les experts et les experts qui sont chiants à toujours dire oui alors attention parce que les biais cognitifs si on les fait pas ça va faire nanana tout ça, et à l'inverse c'est très facile quand on est très expert et pointu dans son domaine de se dire non mais ils ont rien compris à pas mettre le temps et l'effort qu'il faut pour faire ça. La réalité c'est que c'est des visions du monde qui doivent être complémentaires et c'est pour ça que je rejoins à fond un mantra que j'imagine tu partages souvent ici, à savoir l'importance d'avoir des compétences T-shaped, donc d'avoir une profondeur d'expertise qui est relative à votre métier, tout en ayant les barres du T de chaque côté pour comprendre ce qui se passe à côté, quoi. Et ça, on va en parler juste après. Tu as plein de parallèles dont tu voulais nous parler entre différents métiers et le recrutement, enfin les apports qu'ils peuvent avoir dans le recrutement. Avant ça, est-ce que du coup, tu pourrais dire que le recrutement est RH ou est-ce que tu appliques les mêmes principes que tu viens de dire au métier de RH également? Et est-ce que le RH est aussi full business aujourd'hui et n'est plus une fonction de support? Alors, je crois pas à la notion de fonction de support. Je vais être très honnête, hein. Il y en a zéro. J'y crois pas du tout. À savoir que si on dézoome suffisamment une organisation, alors on va prendre une entreprise parce que c'est encore plus facile. Une entreprise, qu'est-ce que ça fait? Ça vend des trucs, puis ça les fait. Et truc, c'est n'importe quoi. Ça peut être un service, un produit, etc. Et il y a besoin d'avoir des gens dans cette boîte pour que tout ça tourne rond, qu'on les vende, qu'on les fasse, etc., etc. Ça, c'est valable que vous soyez Conto ou Blablacar ou Amazon, des gentils, des méchants. Enfin, peu importe. C'est le modèle globalement. Et quand on dézoome, pour moi, et je suis particulièrement, teinté de cette vision-là parce que je suis dans un monde de start-up et de scale-up, donc d'entreprises qui sont en forte croissance. Euh, les fonctions people, RH, ressources humaines dans leur ensemble ne sont ni plus ni moins que les personnes qui travaillent à faire en sorte que la croissance se structure bien en interne. Si on imagine que les équipes entre guillemets business, vous ne me voyez pas faire des R guillemets, mais en tout cas c'est ce que je fais, servent à globalement faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'argent dans la boîte pour qu'on puisse gérer les salaires, apporter de la valeur, etc. Les équipes people, RH, ressources humaines servent à s'assurer que la croissance interne ne s'effondre pas sur elle-même. Donc ça veut dire faire venir des gens dans le bateau qui sont suffisamment les bons profils par rapport aux postes qui sont ouverts, s'assurer que ça se passe très bien quand ils sont en poste et qu'ils se développent, et en fait on retrouve exactement les mêmes mécaniques. Donc pour moi c'est pas support, c'est ni plus ni moins que le pendant interne de ce que les boîtes font à l'extérieur quand elles font grossir le business entre guillemets. Ok, très bien. Ça fera plaisir à tous les RH et tous les recruteurs, les fonctions people en général, qui nous écouteront. Merci pour ça. Et dans notre prépa, quand on s'est parlé, tu m'as dit que toi, ce que tu aimais bien, c'est le côté vraiment macro de la comparaison et la compréhension. Tu m'as dit macroéconomie. Alors, je sais pas si tu as fait des études en macroéconomie. Non, pas du tout. Et tu m'as dit, j'aime bien ça, le côté genre loi de marché, parti très loin. C'est quoi, du coup, pour toi, ce que tu pourrais nous dire sur ça, le comparaison entre la macroéconomie et le recrutement? Alors, ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup la notion de système parce que quand on les dézoome suffisamment, les systèmes s'appliquent à beaucoup de choses. Et ça permet d'éviter le côté expertise avec œillère où je me dis bon ce qui marche dans les mondes d'à côté marchera pas chez moi. Je vous donne quelques exemples. Je vous donne un exemple qui est trivial. Au sens où c'est pas le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui avec Léo, Mhm. mais ça illustre ce point-là. Si je vous parle de la finance, et donc de la loi de l'offre et de la demande, qui est un principe macroéconomique. On pourrait faire les experts hyper obtus qui disent oui non mais moi ça je m'en fous, moi je travaille sur l'humain, le monde de la finance ils sont méchants et la spéculation etc. Ok. Sauf que le principe d'offre et de demande c'est un principe qui en fait est assez universel sur la notion de flux
valeur, on va dire. Et la valeur des talents, si on dézoome, fonctionne exactement selon les mêmes règles. Je vous donne juste la grille de lecture qui est la suivante. Vous êtes recruteur, vous êtes recruteuse, et peut-être qu'en 2021, vous vous êtes dit non mais comment ça se fait que les profils tech sont si chers? Ils sont insupportables et ça coûte cher et puis ils viennent pas aux entretiens. Vous êtes tout simplement dans une économie de marché du travail dans laquelle les lois de l'offre et de la demande s'appliquent. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait dire c'est juste un jeu intellectuel. Mais en fait, c'est important parce que quand on le comprend comme ça ouvre des portes. Je donne juste l'exemple avec mes profils tech qui, je l'imagine, sont hyper chiants à aller, j'allais dire, trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. L'offre et la demande, comment ça fonctionne? Quand l'offre augmente, on va dire que le prix baisse parce que si on est 1000 à vendre des pommes sur le marché, il y a une concurrence qui se met en place. Et si la demande augmente, ça fait augmenter le prix parce qu'on est plus à vouloir des pommes. Et je vous fais pas les 4 cadrans, mais c'est assez facile à faire. Si on parle des techs, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que les profils techniques sont extrêmement prisés. C'est des talents qui sont pénuriques, que tout le monde cherche, et globalement, tout le monde cherche absolument les mêmes. Plus il y a d'entreprises ou d'organisations qui recherchent des profils tech, plus la valeur des techs augmente parce que moi je suis tech et je sais que j'ai 10 boîtes qui peuvent se battre pour moi, donc je vais prendre celle qui paye le mieux. Et j'ai raison. Quelque part, le prix a augmenté selon les mêmes principes d'offre et de la demande. Là, dit comme ça a l'air virtuel et on peut se dire qu'est-ce que je fais de cette information? C'est super, le fait de dézoomer c'est cool, mais c'est pas actionnable. Je vous donne une manière actionnable de le voir. L'offre qui augmente réduit le prix. Mais vous allez me dire, d'accord, mais comment je fais augmenter l'offre des techs? En arrêtant de recruter au même endroit que tous les autres. Évidemment que si vous allez sur École 42, Le Wagon et les quelques écoles d'ingénieurs dans lesquelles tout le monde va sourcer ses talents, vous êtes soumis aux mêmes logiques d'offres et de demande que tous les autres. Si vous commencez à vous connecter à des organisations comme Simplon, comme des organisations qui travaillent sur l'égalité des chances ou la reconversion, virtuellement vous augmentez l'offre et donc vous êtes capable de faire, entre guillemets, baisser le prix d'un tech tout en augmentant vos chances de quelque part trouver votre perle rare. Donc ça, c'est un exemple assez rigolo, je trouve, de comment, en comprenant que le marché du travail et les marchés financiers fonctionnent selon les mêmes règles, on arrive à se dire, en fait, moi, RH, je vis dans un monde, entre guillemets, où certaines règles qui fonctionnent ailleurs fonctionnent chez moi. Ok. Là, ce que tu disais, par exemple, sur les devs, c'est assez intéressant. C'est que si tu reprends le monde réel, tu pourrais dire, tu n'as plus de choses que tu vas acheter, donc tu changes de fournisseur. Et plutôt que d'aller là où tout le monde va, dans les supermarchés où c'est bondé, je sais pas, tu vas au milieu de la campagne et tu prends un circuit court avec le paysan à côté qui en plus gagnera plus, sera plus content de te voir, tu auras la meilleure qualité, etc., etc. Oui, j'ai pas pris Simplon et l'égalité des chances pour rien, parce qu'en plus, il y a quelque chose de très vertueux à justement casser un cycle un peu malsain d'oligopole. On va pas rentrer dans les détails, mais vous avez bien compris, je pense, la logique. Ça marche. Tu aurais un autre exemple que tu pourrais nous raconter sur le lien vraiment au niveau global et super activable au recrutement, des principes du business que tu peux appliquer? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un gros canevas, un gros modèle qui peut vous permettre de comprendre quasiment tous les aspects RH, et je sais qu'on parle recrutement ici, et après on va rentrer sur des principes vraiment actionnables qui sont rendus possibles par la compréhension de ce canevas. Ok, Donc, allons-y. le canevas est le suivant, c'est le modèle AARRR, un truc de pirate qui fait ARR. Globalement, le modèle AARRR, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le modèle qui est utilisé par toutes les équipes business des boîtes en croissance, parce que c'est un modèle dit de growth, donc en bon français, de croissance. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est bête comme chou. Le modèle AARRR dit que pour croître, il faut faire de l'acquisition de nouveaux clients, donc c'est le premier A, de l'activation. Qu'est-ce que c'est l'activation? C'est le premier moment où vos utilisateurs se disent « Putain, mais c'est vachement bien en fait, ce truc-là, je vais continuer à l'utiliser. » Par exemple, la première fois que vous regardez un truc sur Netflix et que vous vous dites « Je vais jamais me désabonner parce que c'est trop bien. » Donc ça, c'est le deuxième A. R, c'est revenu. C'est quoi le modèle économique qui pilote tout ça? Le deuxième R, c'est la rétention. Typiquement, si je garde Netflix, comment je m'assure que les gens se barrent pas? Le dernier R, c'est referral ou cooptation. Comment je m'assure que mes clients parlent de moi à d'autres qui me fait que je vais grossir? Ça, ce modèle-là,
toutes les entreprises que vous connaissez l'appliquent tout le temps sur tout. C'est-à-dire que les commerciaux travaillent à l'acquisition, les équipes produits travaillent à faire le meilleur produit pour que l'activation se fasse le mieux possible. Le revenu, c'est un truc de modèle économique et donc de décision pérenne. La rétention, c'est aussi un truc de la qualité du produit ou typiquement du contenu de Netflix. Et le referral, c'est un modèle en tant que tel. Pourquoi je vous parle de ça ? On ne fait pas du business, on fait du recrutement. Parce que la croissance d'une organisation fonctionne exactement selon les mêmes règles. Aujourd'hui, on est sur un podcast qui s'appelle Tam Tam. Le deuxième A de Tam, c'est acquisition. Talent acquisition. En fait, quand vous êtes recruteur, vous êtes ni plus ni moins que des personnes qui recruteurs-recruteuses, des personnes qui travaillent à faire en sorte qu'on arrive à mettre des gens hyper talentueux dans notre joli organisme pour que ça grossisse. Le talent activation, c'est l'onboarding. C'est le moment où on s'assure que on a trouvé quelqu'un de super, mais de la même manière que j'ai très vite compris que Netflix c'est trop bien, j'ai très vite compris que bosser chez Yaniro c'est super. Et ça c'est si on a bien fait notre boulot. Il n'y a pas de revenus parce qu'on fait pas de l'argent avec les gens qu'on recrute. Donc le dernier R, enfin le premier R c'est pas revenu, mais c'est ramp up. C'est comment on s'assure que les talents arrivent à monter en compétences, à s'épanouir, à donner le meilleur d'eux-mêmes de manière saine. Et ça s'active aussi. La rétention, c'est la fidélisation. Comment on s'assure que les gens restent longtemps dans un cycle naturel. Et le referral, c'est évidemment la cooptation. Et en fait, quand on comprend ça, il y a plein de choses qu'on peut appliquer, qu'on peut voir les unes après les autres si tu veux, parce que je sais que tu préférerais qu'on fasse de l'actionnable. Non, mais très bien. C'est justement ce que j'allais te demander, des exemples que toi, tu aurais pu mettre en place dans différentes structures, organisations, comme tu aimes l'appeler, dans lesquelles tu as pu travailler, ou toutes les personnes à qui tu as parlé. Tu en es à quoi, je pense, plus de 100 personnes à qui tu as parlé côté podcast, mais plus de, je sais pas, des milliers de personnes côté coaching au global. Donc, je pense que tu as beaucoup d'exemples que tu peux amener. Est-ce que tu pourrais nous donner du coup quelques exemples sur les différentes parties de ce funnel? Ouais, on fait que le best-of. Là, c'est vraiment des trucs qui sont applicables, actionnables, avec lesquels vous pouvez repartir direct. Allez. Et qui mettent en pratique cette notion de « Ah, mais en fait, les Canva Business peuvent servir à ma vie de recruteur, de recruteuse. » On va commencer par le sourcing. Le sourcing, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que si je suis à votre place, moi j'en fais pas du sourcing, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui en font. Je me dis mon Dieu, mais j'ai 20 postes à pourvoir, comment je vais faire, etc., etc. Si on décale et qu'on met en miroir la logique de croissance interne et d'externe, on se rend compte que le sourcing, c'est ni plus ni moins que de l'acquisition de talents. Et donc, on peut se poser la question de mais comment ils font en fait ceux qui font de l'acquisition de clients ? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut leur piquer ? Mais un peu mon neveu. Parce que le sourcing en outbound, donc c'est-à-dire aller chasser des talents, en fait, c'est quelque chose que les commerciaux connaissent depuis les années 70. Hein. Et si on regarde les pratiques à l'heure actuelle, il y a des pratiques qui sont dingues. Et c'est là où je vais vous renvoyer à... je vais même pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une masterclass qui a déjà été écrite par Louise Mouton. Louise Mouton, donc anciennement, j'allais dire quoi, talent incroyable. Je sais même pas ce qu'elle faisait parce qu'elle a tout fait et c'était fou chez Guide Guardian. En fait, ce que Louise a fait, et on a écrit un article à partir de l'épisode qu'on a enregistré avec Louise Mouton spécialement sur le sujet de comment on fait du sourcing comme un sales. En fait, c'est une masterclass parce qu'elle utilise les pratiques de sales. Je vous le fais en 2 minutes. Au lieu de se dire, mon Dieu, comment je vais faire et faire quelque chose qui est très artisanal, elle a appris les meilleures pratiques de ce que font les sales. Et ce que font les sales, c'est qu'ils utilisent une logique de campagne qui crée de la prédictabilité dans les retours qu'on a. Donc de manière très concrète, elle utilise un outil qui s'appelle Wallaxy, qui est un outil en fait de sales. C'est pas du tout un outil RH du tout, c'est pas un ATS ou quoi que ce soit. Et avec Wallaxy, elle est capable de dire, ok, comme un sales qui essayerait de trouver 100 prospects et qui va devoir contacter 1000 personnes pour trouver 100 prospects, moi si je veux pourvoir 20 jobs, je vais avoir besoin de rencontrer tant de personnes, mais qui sont hyper finement, j'allais dire ciblées. Et je lance tout ça sur Wallaxy. Et ce qui est intéressant, c'est que avec la logique de volume, je peux avoir quelque chose qui n'est pas lié au hasard, mais qui est prédictif. Parce que les sales peuvent prédire les revenus. Ils savent que pour closer 10 personnes, ils doivent en rencontrer 1000 avec les bons critères. Là, c'est pareil. Pour pourvoir 10 postes en temps et en heure, il faut que j'en rencontre X. Et je sais pas toi comment tu te saisis et quel est ton avis sur ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense qu'on peut mettre dans les liens de l'épisode cet épisode avec Louise Mouton, qui est pour moi une masterclass incroyable parce qu'elle décrit exactement comment on fait ça. Mais dans la logique, c'est c'est un exemple en appliquant des pratiques qui sont des pratiques de sales, donc décalées, des pratiques du business, on se transfère dans le futur du recrutement, parce que le recrutement n'est pas encore outillé de cette manière. Bien sûr. Et là, tu as 2 choses que tu dis qui sont cruciales. C'est les outils que tu vas utiliser tels quels et qui sont certes
pensées initialement pour les sales, mais qui sont utilisables côté recrutement. Et la deuxième que tu as dit, c'est la partie data, qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui recrutent, qui ne font pas assez attention à cette analyse. Et du coup, quand on te dit demain, je sais pas, il nous faut un job de lead développeur, lead développeuse par exemple, on ouvre ça, bah, on va pas savoir combien de personnes faut aller chasser. Mais si du coup, tu as cette analyse historique de ce qui s'est passé et tu te dis, OK, il me faut 100 personnes pour faire un recrutement, bah, du coup, tu sais que quand tu arrives à 100 personnes, tu peux arrêter et passer à autre chose. Et le temps que le process se passe, en théorie, tu auras la personne à la fin. Et quand tu as les deux cumulés, data et outils, plus du coup cette logique un peu growth qui est d'aller tenter des trucs, ça marche, on continue, on amplifie, ça marche pas, on arrête. Ça, c'est génial. Plutôt que de se reposer sur des pratiques qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent, pour celles qui marchent. Et ce qui est intéressant là-dessus, mais je vais vous donner les autres exemples, c'est tous les mêmes, hein, c'est que c'est de Ouais, la triche. C'est-à-dire, vous connaissez, il y a une triche business qui est très connue, qui est, fais un truc qui marche aux États-Unis parce que ça met 2 ans à se démocratiser en France. Donc ouais, avec ça, tu peux faire, la pâte à cookies, tu peux faire les frozen yogurt et tout, on lag sur les États-Unis. Bon, les RH lag sur le business. Les ATS vont commencer à avoir le niveau des CRM juste maintenant, alors que, pendant longtemps, c'était tout nul, quoi, alors qu'il y avait aucune raison, c'est le même outil. bien sûr. Donc là, tu as donné une bonne astuce côté outbound, donc côté recherche, côté sourcing, qui, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment vraiment faire du sourcing. Mais quand tu le fais à la manière de Louise Mouton, quand tu le fais avec les bons outils, avec le bon mode de pensée et les bonnes données derrière, et que tu as des résultats, t'aimes bien. Est-ce que, du coup, à l'inverse, donc côté inbound, qui est quand les gens viennent à toi, tu aurais aussi des astuces que tu pourrais nous donner? Tout à fait. Alors ça, c'est, petit disclaimer, à chaque fois, c'est des chantiers à mettre en place. C'est-à-dire, c'est pas des Ouais. automatismes, c'est pas facile. Mais par contre, ça a énormément d'impact et ça vous permet de passer, quelques crans au-dessus. L'inbound, donc appliqué au business, parce que c'est beaucoup d'anglicisme, hein, je suis désolé pour ça, c'est le fait, non pas d'aller chasser des clients, donc quelque part de prospecter commercialement, mais Mhm. c'est le fait de faire venir les clients à soi. Donc par exemple, une stratégie qui est très connue d'inbound, c'est de produire du contenu. Par exemple, j'en sais rien, moi, je suis Alan, je produis énormément de contenu sur comment les mutuelles fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le meilleur moment pour renouveler sa mutuelle, etc., etc., ou des trucs juridico-légaux. Bah, on sait que les gens qui vont lire ça, au moment où ils vont devoir choisir leur mutuelle, ils vont peut-être choisir Alan. Ok, très bien. Donc classique, point de vue Mhm. business. On oublie que ça marche tout pareil pour le recrutement et les candidats. En fait, le fait d'ajouter de l'inbound dans son mix quelque part, c'est une manière d'attirer des candidates et des candidats à soi qui est très 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 sous-utilisé en France. Je vais utiliser Alan parce qu'on vient d'en parler. Alan, quand ils se sont lancés, ils ont fait des choix que très peu de gens en France ont compris. Par exemple, ils ont publié énormément de contenu sur leur culture, sur la manière dont ils vivaient en interne. En gros, des trucs qui donnent un peu l'impression que qu'on comprend comment fonctionne Alan. Bah, et les gens disaient bah à quoi ça sert, ça va pas leur Mhm. rapporter de clients, c'est idiot, c'est du temps gâché et tout. Mais que dalle, parce que les meilleurs talents qui sortent d'école ou pas d'ailleurs, ou des gens qui sortent d'une période de taf où ils veulent chercher un autre taf, ou des gens qui se font chasser. Quand on les chasse ou quand ils se posent la question, Alan, ils savent exactement ce que c'est et ils ont l'impression de le connaître très profondément. Et à échelle plus, j'allais dire, répandue, c'est ce qu'a fait Welcome to the Jungle en transformant les pages entreprises en quelque chose qui est un petit peu sexy et quelque part faire de la marque employeur quelque chose d'aussi puissant que le branding. Et là, de manière très concrète, le fait de publier du contenu, d'avoir des stratégies d'inbound, de faire exister votre organisation avec tout ce que ça implique, donc c'est pas facile, hein, c'est comme une stratégie de contenu, c'est long, c'est quelque chose qui va faire en sorte que non seulement vos candidates et vos candidats, au moment où vous les contacterez en outbound, sauront exactement qui vous êtes, ah mais oui, mais en fait vous êtes Alan, je vois très bien qui vous êtes, et qu'il y en a plein qui vont venir eux d'eux-mêmes en candidature spontanée, ce qui ne sera absolument pas le cas si pour vos candidats et candidates, votre organisation est une boîte noire. C'est vrai. Et tu touches du doigt un truc hyper intéressant et difficile à mettre en place, c'est aussi le suivi de tout ça. Ce qui marche bien avec des outils comme HubSpot, par exemple, c'est que tu sais que, prenons, un client qui s'appellerait Alexis, par exemple. Du coup, Alexis, tu sais qu'il a lu un contenu, il s'est inscrit à newsletter, il en a ouvert grosso modo 4-5, il a relu un contenu, il a participé à un de tes webinaires, puis du coup, il est allé voir ton site, il a failli acheter, mais il a pas acheté, et cetera, et cetera. Et du coup, ça, tu arrives à le suivre via les outils sales. Est-ce que tu aurais des recommandations côté recrutement pour faire la même chose? Pour suivre justement toutes les, ce qu'on appelle des touch points qu'aurait eu un candidat avec sa boîte? Alors, j'ai une position qui est assez marquée sur ce sujet, notamment parce que dans Yaniro, on utilise beaucoup l'inbound
pour l'externe et l'interne. C'est-à-dire, c'est un outil d'acquisition de clients, de boîtes avec lesquelles on travaille. Et quand on recrute, on fait aussi beaucoup l'appui on s'appuie beaucoup, sur l'inbound. En fait, j'ai choisi pour le coup de dataiser peu cette partie-là, ou pour être tout à fait précis, de suivre la data, mais de pas essayer de la connecter précisément à quelque chose, à des résultats, parce que c'est hyper désespérant. En fait, c'est très difficile de suivre ça, c'est beaucoup plus difficile que de suivre de l'outbound. Mais par contre, ce que je peux vous dire, et ce qui est intéressant et sur une pratique qui est actionnable, c'est que ce que font les quelques entreprises qui font ça, que je connais, où typiquement Alan en fait partie, elles travaillent avec les équipes qui font déjà ça pour le business. En gros, c'est pas du tout vous, recruteur, recruteuse, qui devez dans votre coin commencer à poster sur LinkedIn du jour au lendemain, ou vous pouvez le faire si vous le souhaitez aussi pour du personal branding, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile de dire allez voir les gens qui font déjà de l'inbound pour aller chercher des clients et demandez-vous comment, dans le mix de tout ce que vous êtes en train de raconter, vous en profitez pas pour faire des posts sur ce qui se passe, sur les avantages que vous avez en interne, sur les parcours d'intégration, enfin des choses qui rendent votre boîte vivante, et c'est comme ça qu'on fait typiquement Alan et d'autres. Ouais, aller voir ceux qui savent en interne, c'est qui peuvent te former. Des trucs tout bêtes que tu dis, mais par exemple, tu vois, même pour l'onboarding, tu vas avoir des gens qui font du DevOps, qui savent automatiser les choses entre eux. Tu leur demandes, vas-y, fais la même chose pour moi, plutôt que de devoir toi te former, aller chercher un outil, payer plus cher. Non, tu prends les mêmes outils, les mêmes personnes, et go. Et du coup, la data, en fait, eux, ils auront déjà un système en place pour C'est la ça. suivre. Et vous pourrez suivre la même data. On est d'accord. Ok. Est-ce que tu aurais un troisième exemple de choses qu'on pourrait aller prendre dans une autre discipline et l'apporter au recrutement de Bien manière manuelle? sûr, bien sûr. J'en ai encore deux qui sont très Allez. importants, qui me viennent en top of mind. J'en ai un qui est facile à mettre en place, l'autre qui est plus philosophique, mais qui change complètement la vision de ce que vous faites. Donc je vais commencer par celui qui est facile, le copywriting. Le copywriting, non, ça ne veut pas dire du juridico-légal et mettre un copyright sur quelque chose, c'est copywriting avec un W, c'est écrire de la copie, donc en fait, c'est écrire pour convaincre. C'est une discipline, on pourrait dire, une compétence qui a été créée par les publicitaires. C'est quand j'ai 6 mots à mettre sur une page et que je veux déclencher quelque chose, qu'est-ce que je mets comme mot? Donc c'est très particulier. Tous les marketeurs du monde, tous les gens qui sont obligés de convaincre sont formés au copywriting, savent le faire, et donc savent écrire des choses qui donnent envie. Donc, petit disclaimer une nouvelle fois, le marketing et donc le copywriting, c'est ni bien ni mal. C'est un feu, c'est un outil. Et avec un feu, on peut aussi autant brûler le village d'en face que réchauffer sa nourriture. Donc, vous dites pas c'est méchant, le marketing. Le marketing, c'est une manière de connecter avec les gens que vous avez en face de vous, que ce soit des prospects ou qui que ce soit. Et ramener au recrutement, en fait, vous écrivez tout le temps. Vous écrivez des offres d'emploi, vous écrivez des pages d'entreprise, vous écrivez des mails de relance, vous écrivez des mails de prospection, de chasse directe, etc. Et alors là, vous avez deux manières de l'écrire: en copywriting ou hors copywriting. Et si vous écrivez hors copywriting, vous avez probablement une déperdition d'impact de ce que vous êtes en train d'écrire qui est monumentale, parce que les autres vont peut-être écrire pour convaincre. Je vais vous donner juste un exemple, c'est un exemple récent que j'ai vu qui m'a fait sourire parce que je l'ai trouvé hyper bourrin, mais ça avait le mérite d'être hyper efficace. C'est une boîte que je ne veux pas citer parce que je ne sais pas si ça va les faire sourire, mais où en gros, ils recrutaient des sales. Et leur avantage concurrentiel numéro 1, c'est qu'ils payaient top of market. Ok. Donc, ils pourraient s'arrêter là, dire nous ouvrons un poste de commercial senior, la rémunération est de temps, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fondateurs et les équipes RH ont spammé LinkedIn sur une journée en mettant en accroche: est-ce que tu as envie d'être le commercial le mieux payé de tous tes potes? Là, c'est hyper bourrin, c'est hyper marketing, mais ça a le mérite au moins de packager quelque part l'offre de valeur numéro 1. Et je sais qu'il y en a plein qui vont avoir le poil hérissé en entendant ça, en disant c'est quoi ces techniques de filou et tout. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez, je vais donner un autre exemple, parce que j'ai eu le cas récemment aussi, ça pour le coup c'est un cas de coaching. J'ai un fondateur d'une boîte très RSE et très deep tech, donc au croisement de ces deux mondes, qui galérait à recruter des profils, parce que c'est des profils qui sont très spécifiques, type postdoc, etc. Et il me disait, en plus ça m'enrage, parce que nous on fait de la vraie RSE, on fait pas du greenwashing. Et je lui fais, mais pourquoi c'est pas le premier mot que tu mets? Pourquoi dans tes annonces d'emploi et dans tes prospections, c'est pas est-ce que ça vous dirait pas de faire un truc qui fait le bien pour de vrai?
Donc là, je vous le fais en langage naturel. Mais Mhm. ça, c'est possible avec les règles du copywriting. Et le copywriting, Léo, tu le connais, je pense, mieux que moi. C'est juste quelque chose qui s'apprend, en fait. Mhm. Et ça peut être juste de l'exercice. Tu peux aller voir la théorie, mais tu peux aussi, à force de pratique sur tes offres, sur tes annonces, sur ton site carrière, sur tout ce que tu veux, partout où tu écris, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est l'avantage du coup notamment de LinkedIn, tu vois, genre en publiant régulièrement, tu sais ce qui marche en termes de structure et tu sais ce qui marche pas du tout. Et ce que tu as dit, c'est hyper important, c'est vraiment l'élément différenciant, tu vois, que tu mets au tout début. Nous, on fait des choses bien, enfin, contrairement aux autres. Et ça, souvent, la question que tu poses à des recruteurs, recruteuses, RH, dirigeants, dirigeantes, c'est quoi ta différence par rapport à tes concurrents? Et ce truc-là, il te sert d'ouverture à quasiment 100%. Tu peux t'en servir. Parce que tout le monde sait, mais oui, mais les gens, ils comprennent pas, c'est que nous, on est un groupe familial alors que les autres, ils sont cotés en bourse. Et ben voilà, tu vois, genre, tu dis ça, tu montes ton expertise depuis 100 ans et t'as une différence. Ok, trop intéressant la partie copywriting. Et comme tu dis, tu peux vite monter en compétence. C'est ça l'avantage aussi. Ouais, ça c'est très facile et je te rejoins. Il y a très peu de théorie, beaucoup de pratique. Donc en fait, vous allez lire des principes qui sont assez simples, qui Mhm. structurent la manière d'écrire pour convaincre, parce que c'est ça que vous essayez de faire. Et après, vous allez le faire une première fois. Vous allez le faire lire à quelqu'un qui va vous dire non, mais en fait, c'est chiant. Ouais, Tu m'as pas du c'est tout nul. intéressé. Là, c'est nul. Et vous allez dire et en fait, au fur et à mesure, ça sera vachement bien. Si vous suivez Léo et Elise sur LinkedIn, c'est un bon exemple de posts qui sont copyrightés, c'est-à-dire on peut être d'accord ou pas, mais c'est facile à lire. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est un bon marqueur en fait de quelque chose qui est bien copyrighté. C'est est-ce que c'est facile à lire ou pas. Et typiquement sur LinkedIn, il y a tout un tas de trucs c'est pas forcément facile à lire. Les offres d'emploi, c'est pareil. Quelqu'un qui Ouais. recherche un emploi, en fait, il en a vite plein le dos. Et si votre offre elle est facile à lire parce qu'elle est claire et bien écrite et qu'il n'y a pas beaucoup de mots et qu'on va directement à l'essentiel, bah, vous faites une différence énorme directement. Trop bien. Et à ça, tu rajoutes une mise en forme. Là, tu vois, je suis en train d'analyser une centaine d'annonces pour un live sur Welcome. Et la plupart des gens, c'est fou, ne mettent pas de gras, de souligner, d'emoji, de titres, 1, 2, 3 paragraphes. Et ça joue dans le copywriting. Parce que du coup, pourquoi aujourd'hui, tu sais, les gens ils critiquent sur LinkedIn, les gens qui font un paragraphe, un seul ligne, un paragraphe, un seul ligne, etc. Mais c'est pour la visibilité, la lisibilité de ce que tu fais. Parce que les gens lisent en diagonale, ils lisent plus ligne par ligne, et donc c'est ce qui fait que ça marche. Donc si tu cumules ces deux, forme et fond, boum, ça marche bien. Et est-ce qu'il n'est pas l'heure de te partager ma dernière botte Ah, mais secrète, bien sûr, je sais que t'en meurs d'envie. la comparaison ultime. Je vais vous parler. Allez, je vais lâcher mon meilleur anglicisme une nouvelle fois. Avez-vous déjà entendu parler du product-led growth, donc la croissance qui est connectée au produit? Ça, c'est le fantasme de beaucoup d'entreprises ou d'organisations, c'est d'avoir un produit qui est tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en faire la promo. Globalement, bouche à oreille complet, les gens adorent, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que même si on n'est pas dans cet extrême, quand on est du côté business, on oublie trop souvent, en séparant justement les jobs et en évitant enfin, quand on ne fonctionne pas comme une équipe de foot où tout est connecté à tout et qu'on sépare trop comme un mode tayloriste, on se dit bon bah les commerciaux ils vendent et puis les autres ils font et puis voilà. Sauf que les commerciaux vont vendre vachement plus facilement un produit qui est super, alors qu'à l'inverse un produit qui est pourri, on va être obligé de se mettre en mode vendeur de cravate et ça sera terrible. Bah, rappelez-vous que c'est vous les commerciaux, entre guillemets, ceux qui font du talent acquisition, ceux qui vont chercher les gens à mettre dans la machine ou dans l'organisation. Et vous, bah, vous défendez un produit qui est une offre d'emploi ou qui est quelque part une proposition ou une promesse d'un job. Et là, on retombe exactement dans la logique de un produit qui est de qualité se transmet très facilement, une offre d'emploi de qualité se transmet très facilement, et l'inverse est vrai aussi. Et ça suppose de comprendre qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas. Donc, je vais vous faciliter la vie un grand coup sur qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas, notamment dans le milieu startup où on a beaucoup moqué à juste titre les baby-foot et les pizzas et tout le bazar. Ça n'a pas de valeur. Et les burn-out, ça a une anti-valeur assez forte. Ce qui a de la valeur, pour ne pas vous leurrer, c'est je te donne mon avis et je serais ravi d'avoir le Ouais. tien, Léo, c'est ton expertise. Mais moi, ce que j'ai vu, notamment en discutant avec plein de profils RH, c'est que ce qui a de la valeur en un, c'est la rémunération. Ne nous leurrons pas. Si vous payez sous le marché, ce que ça veut dire, c'est que meilleur des cas, vous arrivez à accrocher des gens qui, à bout d'un moment, vont partir parce que c'est super facile de gagner 30% de plus. On en est tous là. Mhm. On a besoin de gagner notre vie. Les temps sont durs. Donc, sous-payer un profil quand vous avez le choix de ne pas le faire, c'est un mauvais calcul. Des fois, on Mhm. n'a pas le choix. Mais dès que vous avez le choix, ça vaut la peine d'essayer de au moins se mettre au niveau du marché parce que, forcément, le marché du travail. Deux, et ça, parce que la première partie, je peux comprendre qu'elle soit difficile, des fois. La deuxième, je comprends pas.
mais la flexibilité, le remote, je veux dire, dans quel monde est-ce que on se dit ouais, mais moi j'ai pas envie de mettre trop de télétravail, trop de remote, trop d'asynchrone parce que rien. Alors que en fait, si vous choisissez de vous organiser en remote, vous ouvrez un monde de valeur à toutes les personnes de ce monde qui ont une vie à côté du boulot, à savoir tout le monde. Et c'est-à-dire que si vous offrez du télétravail, du remote, du congé second parent, des congés menstruels, la semaine de 4 jours, enfin il y a une liste, hein, et vous n'êtes pas obligé de faire tout. Parce que vous offrez, et ce que vous offrez comme valeur en filigrane, c'est tu as le droit d'avoir une vie à côté du taf. Tu es en train de travailler pour avoir. Enfin, tu es en train de bosser sur ton Ironman et tu vas devoir courir des heures et des heures par semaine, tu sais pas où caler ça. Tu as du télétravail, ce qui fait que tu n'es pas obligé de te cogner les temps de trajet. Semaine de 4 jours, bah tiens, tu peux même faire ton petit projet entrepreneurial à côté sans risquer le grand saut parce que tu gardes ta vie de salarié. Tu es dans un monde où tu as besoin de passer du temps avec tes enfants. Bon, bah pareil, je vais t'autoriser à être avec tes enfants pour aller les chercher à l'école sans que tu te sentes mal. Et ça, la flexibilité, c'est très valorisé et c'est sous-utilisé comme actif de valeur par les entreprises. Donc ça, c'est le deuxième élément qui a le plus d'importance à mon avis. Le troisième, c'est ce que je vais mettre autour de l'impact culturel ou sociétal. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très sous-évalué par la plupart des entreprises. Mais alors là, mark my words, j'aurais peut-être tort, mais j'espère que non. Les sujets de RSE, de diversité et inclusion, au-delà de toutes les raisons de le faire pour le faire, c'est aussi une manière d'être connecté à l'ère du temps et de faire en sorte que les gens qui sortent d'école viennent chez vous. Quand on s'appelle, désolé je balance, mais Société Générale, je suis désolé, j'espère que, mais c'est parce que je connais cette boîte. Vous écoutez que vous êtes de la SOGÉ, vous m'en voudrez pas. La stratégie pendant longtemps, c'était on paye les gens une blinde et puis après on en fait ce qu'on veut. Bah, les jeunes qui sortent d'école, ils disent non. Ils disent bah non, tu peux me montrer pourquoi, est-ce que t'es bicorp, c'est quoi le gender gap en termes de salaire et tout? Non, bah je veux pas donner de mon temps et de ma valeur à toi. Ah mais zut, mais ce qui fait que même si vous êtes hyper cynique, vous êtes obligé de vous intéresser à ces sujets-là parce que sinon vous recruterez pas. Et le dernier, on en a un petit peu parlé. Un beau produit est souvent bien packagé, on va dire. Et j'imagine qu'on en a déjà parlé dans ce podcast avec d'autres invités. Mais ça, c'est la candidate value proposition. C'est-à-dire que indépendamment de ce que vous allez offrir à votre candidat ou à votre candidate, il faut que vous arriviez à lui montrer et à lui rendre intelligible, notamment avec un bon copywriting. 100% d'accord. Et c'est rigolo ce que tu me demandais juste quel était mon avis et j'aurais dit la même chose. La seule différence par rapport à ce que tu dis, c'est que moi je le classe en deux catégories et j'aime bien parler des anti-critères et des critères. Et ça, en gros, souvent les boîtes elles le font mal. L'anti-critère, c'est ce qui fait que quelqu'un ne postulera pas. Et donc flexibilité et salaire, typiquement, c'est des anti-critères. Si tu l'as pas, les boîtes ne le font pas. Et le paradoxe là-dessus, c'est que quand tu regardes les sondages auprès des salariés sur ce que les gens veulent, ils veulent ça, flexibilité et salaire, en tout cas affiché de manière honnête et ensuite avoir un vrai salaire derrière. Et quand tu regardes le paradoxe, les annonces, il n'y a rien. J'avais fait une étude pour Welcome en novembre et tu avais moins de 10% des boîtes qui indiquaient les critères de flexibilité et moins de 5% des boîtes qui indiquaient les critères de salaire. Au moins une fourchette, tu vois, plus ou moins large. Et ensuite, quand tes anti-critères sont validés et que du coup, tu n'as pas ce côté, OK, je ne viens pas parce que j'ai pas ça, là, tu as les critères. Et ce que tu viens de dire, le côté diversité, le côté RSE, le côté comment je vais progresser, quel est le produit au quotidien, quel est mon job au quotidien, comment je vais pouvoir évoluer par la suite. Tout ça, ensuite, ça vient donner envie de postuler. Mais avant ça, il faut s'assurer d'avoir la base de la base de la base. Et ça, de plus en plus, et c'est pas une question de génération, c'est une question d'époque dans laquelle on vit. Les gens veulent ça, comme tu dis. T'as 6% de salariés qui sont engagés, t'as du quiet quitting, t'as plein de choses aujourd'hui qui fait que les gens, ils veulent ça. Et s'ils n'ont pas flexibilité et salaire, le reste, c'est du bullshit. À leurs yeux. Ouais, et 100% d'accord, et j'aime beaucoup, je pense que je vais t'emprunter la notion d'anticritère parce que c'est exactement ça, c'est en général nécessaire mais pas suffisant. Mais ce qui est intéressant, c'est, alors moi je suis du côté plutôt de ce qui vient après, le fait de faire grandir les gens, les fondateurs, les fondatrices, c'est que moi j'ai déjà eu des discussions qui s'avortent très rapidement quand on remonte à la source en me disant, typiquement j'ai un CEO que je vais pas citer mais qui me disait est-ce qu'on peut parler de mon management parce que je me rends compte que j'ai des talents qui partent, j'ai un turnover, je comprends pas et tout, je fais ouais, je regarde machin tout ça, ok, et je reviens au début, tu les payes où par rapport au marché, et là il s'arrête un peu, il me dit ah bah en fait tu comprends et tout, je fais mais ça s'arrête là, c'est malheureusement quelqu'un que tu payes moins 40% par rapport à ce qu'il est capable ou ce qu'elle est capable d'avoir ailleurs. Bien souvent sûr. Il y a juste un compte à rebours en fait, c'est que et ça c'est, je termine juste là-dessus très rapidement, mais faut vraiment se mettre, surtout si vous êtes recruteur ou recruteuse, vous avez le droit, je pense,
de venir dialoguer avec des personnes qui décident des packages pour, j'allais dire, mettre en avant ce qui est flagrant. Parce que c'est pas forcément votre job d'être serveur ou serveuse d'un plat qui est mauvais. Et ça sera pas de la faute du serveur ou de la serveuse si on vous a mis 0 étoile sur 5 dans le restaurant. Et typiquement, si vous êtes, j'allais dire, très 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 en dessous du marché, des conditions de flexibilité qui sont horribles, enfin tous les anti-critères qui vont pas, quand on viendra vous taper sur les doigts en disant Young, ça avance pas trop ce recrutement, je fais oui, évidemment, parce que personne voudrait de ce job. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme décision? Soit on assume que ça va être lent et qu'on va avoir un turnover qui est naze après, probablement, soit on fait quelque chose. 100% d'accord. Et c'est une belle phrase. J'aime bien la comparaison avec le côté en cuisine et en service. Très malin. Pareil, je te le piquerai. On va du coup conclure ce petit épisode, Alexis. C'était vraiment un régal. Ce que tu as donné comme conseil, c'était hyper intéressant. Les tiens, ce que tu as pu entendre, avec à la fois des exemples concrets. Et on est monté dans du dézoom, une vue de hauteur, vue gratte-ciel. Super intéressant, merci pour ça. Comme tu le sais, à la fin de chaque épisode de Tam Tam, il y a 3 questions qu'on pose. La première question que j'aimerais te poser, elle est très simple. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui recrute aujourd'hui. Un seul conseil. Yes, et ça me permet de mettre le lien sur quelque chose dont j'ai pas parlé. Construisez vos process et vos pratiques en vous mettant à la place des candidats et candidates. En gros, quand on est UX designer, on pense à la place de l'utilisateur. On se dit, mais alors attends, j'arrive sur le site, je fais ci, je fais ça. Construisez pas avec des yeux de recruteur ou recruteuse, construisez avec des yeux de candidat ou de candidate. Super clair comme conseil. Et là-dessus, on a l'excellent épisode avec Carole David, que tu connais peut-être, et qui du coup nous parle de ça, le lien entre user research, donc savoir ce que veulent nos users, et du coup leur recrutement. Deuxième question pour toi. Tu arrives sur une île déserte, mon cher Alexis, tu es tout seul, désolé, et tu as le droit à un contenu, le contenu de ton choix. Qu'est-ce que tu prends? Je prends, obligé, je vais être fier de ce qu'on a fait grâce à tous les gens qu'on a rencontrés. Je prends le Yaniro Wiki, qui est en fait un Notion récapitulatif qu'on a fait après une centaine d'épisodes, où globalement il y a les réponses à tout. Comment on structure une grille de recrutement, comment justement on fait des RH comme un UX, comment on recrute, où là typiquement tu nous as beaucoup aidé ainsi que Élise. Et donc vous allez sur yaniro.co/wiki, vous trouverez ce truc-là, c'est très facile, donc je ferai ça. Il est super bien fait ce wiki, et c'est vrai qu'en effet on peut bien s'amuser. Alors il n'y a pas un wiki sur comment construire un radeau et fuir de ton île déserte, mais il y a assez de choses pour progresser. Un recrutement, hein. C'est vrai, non, sinon je fais pas ça. Non mais je pense en effet il est très chouette. Je recommande vivement ce wiki qui est super bien fait, que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé ma carrière de RH. Qui est gratuit of course, hein, évidemment. Exactement, qui est gratuit. Et troisième petite question, c'est le moment où tu peux parler de personnes que tu admires, que tu trouves chouettes et que tu estimes ne sont pas assez forcément mises en avant ou le sont déjà, mais mériteraient d'être encore plus. Donc c'est le balance au Tam Tam. Est-ce que tu as 1, 2 ou 3 noms de personnes que tu me recommandes pour passer derrière le micro? Alors, je ne peux pas ne pas mettre en avant Louise Mouton, mais elle est déjà venue. Évidemment. Mais en tout cas, pour rappeler d'écouter l'épisode de Tam Tam avec Louise et peut-être l'épisode de The Human Factor avec Louise, parce que je trouve Ils sont complémentaires. Je ne sais pas ce que t'en penses toi, Léo, mais c'est peut-être la personne qui m'a le plus scotché d'un point de vue 100%. recrutement. Enfin, c'est absolument dingue. Et dans quelqu'un qui, je crois, tu n'as pas encore rencontré, que je trouve fantastique, je pense à Kevin Duchier, qui est ancien DRH de Germinal, qui a son compte maintenant sur les sujets de recrutement. Qui est une des premières personnes que j'ai rencontrées, qui a notamment assumé à 100% le fait de faire son job de RH au sens large, mais donc du recrutement aussi, en s'appuyant sur des pratiques d'autres mondes. Donc lui, il venait du growth hacking, qui était un truc qui était très à la mode il y a quelques temps, et il s'est dit, mais alors attends, si je fais mon job de RH comme ça, qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité? Et c'est quelqu'un de très sympathique que j'aime beaucoup. Donc Kevin, si tu nous écoutes, je te conseille de rencontrer Léo. On se connaît avec Kevin, on s'en a échangé à plusieurs reprises, et c'est vrai que ça serait bien de l'avoir dans le podcast. Je pense que ça peut être sympa. Merci pour ta reco. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, ou est-ce qu'on est bon? On part tous les deux en week-end. Pour info, il est 5 heures un vendredi après, quand on enregistre cet épisode, après une semaine bien agitée de ton côté et du mien. Est-ce que tu as un mot de la fin, à part bon week-end?
Bon week-end déjà, c'est toujours une très bonne chose. Un grand merci de m'avoir invité et parce qu'on on n'en a pas parlé et qu'on ne va pas, on n'a pas gâché la surprise. Si vous arrivez à retrouver l'épisode audio que Léo a choisi d'organiser, enfin d'enregistrer chez nous, donc dans The Human Factor, parce que The Human Factor a accueilli Léo, vous trouverez une part de Léo que vous ne connaissez pas parce qu'il a parlé des dark practices du recrutement, des choses qui sont très très border, très chapeau noir. Et je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes. Je pense que ça fait partie des épisodes les plus appréciés chez nous. Donc, petit mot de la fin, allez découvrir votre hôte préféré, Léo, sous un regard différent. Vous ne le regretterez pas. Ça va être le choc en écoutant cet épisode. Merci, merci d'être venu, Alexis. C'était vraiment un plaisir. Je pense que cet épisode va être très quali, avec beaucoup de choses à valeur ajoutée pour les gens qui nous écoutent. Merci à toi. Passe une bonne fin de journée, un bon week-end et à bientôt. Merci, Léo. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.